ici c'est LuxControl, donc c'était des rapports que LuxControl a fait pour une société au Luxembourg. Et on voit par exemple, voilà, ici on fait le contrôle d'une empaqueteuse. C'est une machine qui a été mise en service dans l'établissement en 1994. Donc si on va voir un peu plus loin, qu'est-ce qu'il va prendre comme texte réglementaire? La directive équipement de travail. Évidemment, il indique que cette directive a été retranscrite dans le droit grand-ducal et se reprend pour faire la conformité ou le contrôle de conformité, mais les 19 points finalement de l'annexe 1 de la directive équipement de travail. Donc on le voit ici, je vais peut-être agrandir un peu, ce serait peut-être, voilà. Il prend voilà, le point 1, les dispositifs de commande, la mise en marche, et il indique chaque fois conforme ou non conforme. Donc pourquoi? Parce que la machine a été mise avant le 1er janvier 1995 en service en communauté européenne. Donc je vais aller un peu plus loin dans le rapport, et on va aller chercher une machine, maintenant une machine de 1970, c'est la même chose. On continue. Je vais essayer d'aller chercher une machine, voilà. Une machine finalement qui a été mise en service 2 ans après l'empacteuse, donc en 1996, donc après le 1er janvier 1995. Et là on voit, le contrôleur ne prend plus du tout le même texte réglementaire. Il prend la directive machine qui est retranscrite en droit grand-ducal et il va faire tout son contrôle de conformité selon l'annexe 1 de la directive machine. Et on voit tous les points, donc à la place de 19 points, il y en a un tout petit peu plus, et pour chacun des points, il va indiquer si c'est conforme ou non conforme. Donc on voit vraiment une machine avant 1995, une machine après 1995, comment le contrôle de conformité a été réalisé par une société de contrôle. Voilà, donc on va reprendre la formation. Alors, on va continuer dans les annexes. On arrive à l'annexe 4. L'annexe 4, c'est une annexe un peu particulière. C'est une annexe qui indique des catégories de machines où vous devez appliquer une procédure de certification particulière. Il n'y a pas beaucoup de machines qui rentrent dans cette annexe 4, mais il y en a certaines. Comme je vous ai expliqué tout à l'heure, les procédures de certification se retrouvent à l'article 12, et dans certains cas, l'article 12 a plusieurs paragraphes. Vous allez devoir aller voir dans différents paragraphes pour savoir lesquels s'appliquent à une machine, une quasi-machine ou une machine de l'annexe 4. Donc on indique bien ici, lorsque donc, vous avez une machine qui est visée par cette annexe, donc qui se trouve dans cette liste de cette annexe, vous allez devoir vous allez devoir soit faire une procédure de certification particulière, seule, une auto-certification, soit faire appel à un organisme notifié. Et qu'est-ce qui va vous faire basculer d'un côté ou l'autre? Tout simplement, on vous indique que si vous avez respecté les normes qui s'appliquent à cette machine, alors vous pourrez faire une auto-certification ou choisir votre procédure de certification comme vous le voulez. Par contre, si vous n'avez, cette machine fait partie de l'annexe 4, que vous n'avez pas spécialement respecté les normes appliquées à cette machine, vous ne pourrez pas choisir n'importe quelle procédure de certification. Vous devrez en choisir une des deux, donc l'examen CE de type ou l'assurance qualité complète. Et à ce moment-là, dans ce cas-là, vous ne pouvez plus auto-certifier votre machine. Vous devez faire venir un organisme notifié qui va vous aider à certifier votre machine. Alors, on parle d'organismes notifiés, on ne parle pas d'organismes agréés. Donc, par exemple, LuxControl, comme je vous ai montré tout à l'heure sur le rapport, ou AIB Vinsot, sont des organismes agréés. Ici, il vous faut un organisme notifié. Donc, c'est-à-dire que c'est un organisme qui a reçu une notification de la communauté européenne et qui a les compétences pour votre type de machine particulier. Certains peuvent avoir les compétences pour toutes les machines de l'annexe 4, d'autres seulement pour certains types de machines. AIB Vinsot est organisme notifié, mais c'est AIB Vinsot Inter et pas AIB Vinsot standard. Alors, on va faire un petit exercice, c'est que vous allez prendre l'annexe 4 de la directive machine et vous allez contrôler, évidemment, ici on est dans le cas d'une presse, vous allez évidemment avoir cette presse dans le champ d'application de la directive machine, c'est clair. Donc c'est une machine. En plus, elle devra avoir un marquage CE et une déclaration de conformité sur l'annexe 2A. C'est un peu le résumé qu'on avait tout à l'heure. Maintenant, ce que je veux vraiment savoir, est-ce que cette presse d'emboutissage rentre ou non dans son annexe 4 de la directive machine? Et si elle rentre, alors vous allez devoir faire attention lorsque vous allez faire votre certification, éventuellement faire venir un organisme notifié. Donc prenez l'annexe 4 et surtout n'hésitez pas à me poser des questions si vous avez des questions sur la machine complémentaire qui vont vous permettre de vous aider. Donc simplement pour vous expliquer la machine,
C'est une presse d'emboutissage avec un chargement à l'arrière automatique et un déchargement manuel. Donc, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser pendant que vous lisez votre annexe 4. Encore 2 petites minutes, on fera le débrief. Donc il y a une question de Thibaut qui demande si on a des informations concernant la vitesse des éléments mobiles. Monsieur Louis. Oui, donc ici c'est une presse d'emboutissage, donc on a plus ou moins 500 mm à la seconde au niveau de la vitesse de l'outil. Alors commencez déjà peut-être à indiquer dans le chat alors si oui ou non ça rentre dans l'annexe 4 de la directive machine. Donc comme réponse, oui, visé par le point 9. Mais il faut vérifier le critère de la course supérieure à 6 mm. J'aime pas trop les oui mais. C'est pas un mais, c'est un oui visé par le point 9. Il faut juste vérifier le critère de la course. Faut pas hésiter à poser la question alors. Il faut toujours poser toutes les questions, il ne faut jamais faire de suppositions. En sécurité machine, c'est pas spécialement pour l'exercice ici, mais ne supposez jamais rien. En appréciation de risque, ne supposez jamais rien. Posez le maximum de questions, récupérez le maximum d'informations pour pouvoir vous baser vraiment sur quelque chose, un critère réel.
Voilà. Donc ici, plutôt, tout le Et monde donc, est plutôt oui. Et donc la question vient alors de savoir quelle est la course de la machine, naturellement. Ici, on voit 500 mm dans certains cas. Donc, on va faire la correction. Donc, évidemment, on se retrouve dans le point 9. Donc, je pense que la plupart étaient sur le point 9. Donc, ici, on parle de presse, y compris les plieuses, pour le travail à froid des métaux. Personne ne m'a demandé spécialement ce qu'on travaillait ici dedans. Je n'ai pas dit c'est des tôles, etc. Mais bon, voilà, ici, on pouvait considérer qu'on avait de travail à froid des métaux. Donc, on se trouve bien dans ce point-là. Maintenant, il faut voir si tout le reste, cadre ou pas. Donc, c'est bien pour le travail à froid des métaux. Est-ce qu'il y a un chargement et ou un déchargement manuel? Mais comme je vous ai expliqué, comme je vous ai expliqué, il y a un chargement automatique à l'arrière, mais un déchargement manuel à l'avant. Donc oui, on a un chargement et ou un déchargement manuel. Donc on n'a même pas besoin spécialement d'aller beaucoup voir plus loin. Maintenant, évidemment, ici on avait vu qu'on avait une course supérieure à 6 mm et évidemment une vitesse supérieure, comme on l'avait dit tout à l'heure, de 500 mm par seconde. Donc oui, on rentre bien dans le point 9 de l'annexe 4. Donc il faut savoir que la plupart des machines qui sont dans cette annexe 4, ou même toutes les machines qui sont dans cette annexe 4, ont une norme de type C, donc une norme bien spécifique pour cette machine qui existe. Donc, si vous êtes fabricant de ce type de machine, pour savoir si vous allez pouvoir auto-certifier ou pas la machine, vous devez simplement vous poser la question, est-ce que je suis la norme qui est applicable à cette machine complètement, oui ou non? Si vous dites oui, vous allez pouvoir choisir votre procédure de certification et auto-certifier votre machine. Si vous dites non à cette réponse, vous êtes obligé à un moment de choisir une des deux autres procédures de certification et alors de faire venir un organisme notifié. C'est un gros changement qui a eu lieu entre la directive 98/37 et la directive 2006/42. Auparavant, pour ces machines, on devait toujours faire venir un organisme notifié. Donc depuis fin 2009, la directive a été un peu plus entre guillemets large en disant les personnes vont pouvoir auto-certifier quand même leur machine s'ils respectent certaines choses. Je ne trouve pas que c'est une belle évolution et de toute façon, la plupart des fabricants de ce type de machines continuent à travailler avec des organismes notifiés. Pourquoi? Parce que l'organisme notifié prend identiquement la même responsabilité que le fabricant. Alors évidemment, oui, j'ai quelqu'un qui demande là, qui lève la main. Oui, bonjour, j'ai une petite question concernant donc ce que vous venez d'expliquer. Est-ce que, imaginons, on a une machine qui répond à tous les critères qui sont mis là, mais que la vitesse, elle est de 30 mm par seconde, par exemple. Est-ce qu'on suit cette norme-là ou alors est-ce qu'on doit changer de... Alors, si maintenant, là, c'est plus ici au niveau de la directive, hein. C'est si vous ne répondez pas à tous les critères du point 9, ici, donc votre machine est exclue du point, de l'annexe 4, mais c'est pas pour ça que vous ne devez pas faire tout le reste comme une machine standard. C'est tout simplement votre procédure de certification qui est différente. Par exemple, si vous dites j'ai un chargement et un déchargement automatique de ma presse ici d'emboutissage, donc automatiquement elle est exclue d'annexe 4. Néanmoins, parce que vous n'avez pas de chargement et ou déchargement manuel. Donc elle est exclue de l'annexe, mais elle reste dans la directive machine et vous devez faire quand même l'ensemble, la certification, la déclaration de conformité, le dossier technique et la certification de votre machine. C'est simplement la procédure qui est différente. Donc tous les éléments doivent être... la course doit être respectée, la vitesse doit être respectée, etc., quoi. Tout doit être respecté pour rentrer dans cette norme-là, quoi. Exactement. Si maintenant vous avez cette même presse d'emboutissage avec une course de 4 mm, c'est fini, elle est exclue, parce que vous avez une course de 4 mm et pas de 6. Donc il faut vraiment répondre, et c'est pour ça que c'est parfois intéressant de bien aller lire l'annexe 4, pour essayer de sortir de cette annexe. C'est moins important maintenant parce que vous pouvez quand même auto-certifier votre machine dans certains cas, mais auparavant c'était super intéressant parce que si vous ne rentriez pas dedans, vous ne deviez pas faire venir un organisme notifié obligatoirement. Depuis la dernière directive, c'est plus une obligation dans certains cas, donc c'est moins contraignant. Mais c'était vraiment important dans certains cas pour essayer de sortir de cette annexe, pour éviter de devoir faire venir cet organisme notifié. Organisme notifié n'est pas payé 1 000 € de la journée, hein. C'est entre 3 et 5 000 € de la journée lorsque les inspecteurs viennent, quoi. Plus les frais de déplacement. Donc maintenant, ils prennent une grosse responsabilité aussi, quoi. Ok, ça, je vois, merci. D'autres questions sur l'annexe 4? Il y a
quand vous aurez lu l'annexe 4, vous verrez il y a quand même peu, entre guillemets, de machines qui rentrent dedans, sauf quand vous êtes dans certains secteurs. Si vous êtes dans l'injection plastique, ben, beaucoup de tout ce qui est injection plastique rentre dedans. Si vous êtes dans tout ce qui est scierie, bois, etc., il y a beaucoup de choses qui rentrent dedans également. Voilà, donc, mais souvent, la plupart des machines ne sont pas dans cette annexe 4. On va dire qu'il y a peut-être 5 à 10% de machines qui y rentrent. Alors après, vous allez avoir beaucoup d'autres annexes encore qui vont suivre dans votre directive machine. Maintenant, je vais simplement les citer, on ne va pas trop rentrer dans les détails. L'annexe 5, c'est simplement une liste indicative. Il vous indique qu'est-ce qui est compris dans composants de sécurité. Donc, si vous vous souvenez, dans l'article 2, au point C, on vous parlait de composants de sécurité, donc qui rentrent dans la directive machine. Mais ici, vous donne une liste indicative de composants de sécurité. Maintenant, c'est non exhaustif, hein. Il peut y avoir d'autres choses qui rentrent dedans, et surtout que l'évolution au niveau technique avance très très vite. Donc, de plus en plus de produits deviennent des composants de sécurité et ne sont peut-être pas spécialement dans cette liste. Alors, l'annexe 6, si vous vous souvenez, dans l'annexe 1 au point 1.7, je vous avais parlé d'information et de notice d'instruction. C'est la notice d'instruction, lorsque vous fabriquez une machine, c'est un document que vous devez donner à votre utilisateur pour qu'il puisse utiliser votre machine convenablement. Maintenant, dans le cas où vous avez une quasi-machine, vous ne devez pas faire une notice d'instruction, mais vous devez faire une notice d'assemblage. Et qu'est-ce que vous allez retrouver dans la notice d'assemblage? Là, vous pouvez aller voir l'annexe 6 et on vous indique ce que vous devez trouver dans votre notice d'assemblage de votre quasi-machine. Ensuite, très important, l'annexe 7, c'est le dossier technique. Donc, dans l'annexe 7, vous allez encore avoir 2 points. Annexe 7.A, annexe 7.B. Si vous vous souvenez de l'annexe 2 où on parlait des déclarations de conformité, on disait la déclaration de conformité de type 2A et la déclaration de conformité de type 2B. C'est la même chose, grosso modo. C'est si vous avez une machine, alors vous devez faire un dossier technique selon l'annexe 7.A. Si vous avez une quasi-machine, vous devez faire un dossier technique selon l'annexe 7.B. Et dans cette annexe, vous allez retrouver tout ce qui doit constituer votre dossier technique. Alors, c'est une chose super importante à savoir. Le dossier technique est la propriété du fabricant. Ce n'est pas le dossier technique que vous devez donner à votre utilisateur. Ce que vous devez donner à votre utilisateur, c'est soit la notice d'instruction pour une machine, soit la notice d'assemblage pour une quasi-machine. Le dossier technique, c'est votre know, c'est votre savoir. Donc, il y a des choses en plus qui se retrouvent dans le dossier technique qui ne seront pas dans la notice d'instruction. Par exemple, l'appréciation du risque fait partie du dossier technique. Alors, les seules personnes qui vont pouvoir vous imposer ou vous demander votre dossier technique, ce sera un tribunal ou des gens compétents. La plupart du temps, c'est quand même dans le judiciaire. C'est-à-dire, si jamais un jour vous avez un accident avec une machine que vous avez construite et que ça remonte chez vous, jusqu'au constructeur, le tribunal va vous demander de fournir le dossier technique qui finalement est votre bonne foi. Donc là, toute la documentation de votre installation pour prouver votre bonne foi et prouver que vous avez bien fait tout ce qui était nécessaire pour qu'elle ne représente pas de risque. Donc c'est vraiment super important à bien retenir. Le dossier technique, c'est votre propriété. Vous ne devez jamais fournir ça au client. Et ce que vous devez fournir au client, c'est soit une notice d'instruction, si c'est une machine, soit une notice d'assemblage si c'est une quasi-machine. Alors quand je parle de notice d'instruction si c'est une machine, c'est la même chose, c'est une notice d'instruction si c'est un accessoire de levage, c'est une notice d'instruction si c'est un composant de sécurité. Donc dans machine, je comprends évidemment tout le reste au niveau des de produits qui rentrent dans la directive machine. Alors, annexe 8, 9 et 10, c'est les fameuses annexes qui parlent de vos différentes façons de certifier finalement votre machine. Annexe 8, c'est de l'autocertification. Vous faites un contrôle interne de fabrication. L'annexe 9, c'est l'examen C de type. L'annexe 10, c'est l'assurance qualité complète. Vous ne cassez pas trop la tête. L'annexe 9 et 10, c'est lorsque vous avez, comme on vient de le voir, des machines de l'annexe 4 qui risquent de vous demander de faire venir un organisme notifié. Et ce sera un de ces deux annexes qu'il faudra suivre. Donc ça, allez le lire à tête reposée. Il n'y a pas grand-chose dedans, mais ça vous indique simplement comment certifier votre machine. Après, tout ce qui est 11 et 12, pas très important.
annexe 11, c'est tout ce qui est critères pour la notification des organismes, donc ça ne touche pas spécialement le fabricant. Et l'annexe 12, c'est pour ceux qui connaissaient très bien l'ancienne directive, c'est un tableau de correspondance entre l'ancienne directive, les différents paragraphes et où ça se retrouve dans la nouvelle directive. Alors, en résumé, il faut savoir que la directive, comme on l'a dit, c'est obligatoire, mais ça ne contient que des exigences essentielles. Quand vous irez lire l'annexe 1, vous allez voir, c'est pas hyper précis. On va vous parler d'arrêt d'urgence, on va vous parler de protecteurs, mais on ne va pas rentrer trop dans les détails. Tous les renseignements techniques, eux, se trouvent plutôt dans les normes. Alors, faites très attention, les normes ne sont pas obligatoires. Vous n'êtes jamais obligé de suivre une norme. Donc, vous êtes obligé de suivre ce que la directive vous demande, parce que ça devient une loi. Par contre, les normes ne sont pas obligatoires. Néanmoins, ça se retrouve dans l'article 7 de la directive machine, suivre les normes harmonisées par rapport à la directive machine, donc qui sont reliées à la directive machine, vous permet d'avoir une présomption de conformité. Et surtout, lorsque vous avez une machine de l'annexe 4, suivre les normes qui sont applicables pour cette machine vous permet d'avoir cette présomption de conformité et vous permet d'auto-certifier votre machine. Donc, si vous entendez quelqu'un vous dire vous êtes obligé de suivre les normes, c'est faux. Alors, en résumé, grosso modo, avec ça, vous allez pouvoir retrouver tout ce qu'on a vu depuis le début. Qu'est-ce que vous allez faire? C'est ce qu'on a fait un peu depuis le début de la matinée. Lorsque vous avez un produit, vous allez regarder si ce produit est soumis à la directive machine, oui ou non. Si il n'est pas soumis à la directive machine, c'est terminé par rapport à la directive machine et allez voir les champs d'application d'autres directives pour voir si d'autres directives ne s'appliquent pas à celui-ci. Si votre produit rentre dans la directive machine, donc est bien visé par le champ d'application, alors vous allez devoir faire une évaluation de conformité selon l'annexe 1, donc suivre toute l'annexe 1, le point sur les points 2, 3, 4 en fonction du type de machine que vous avez. Donc évaluation de conformité, c'est également tout ce qui est instruction, notice d'instruction et documentation. Ensuite, vous allez devoir constituer pour vous une documentation technique. C'est ce qu'on vient de voir maintenant, c'est l'annexe 7. Donc, vous allez retrouver ce que vous allez devoir avoir dans votre documentation technique. Vous vous posez la question après, est-ce que mon produit rentre dans l'annexe 4, oui ou non? S'il ne rentre pas dans l'annexe 4, alors vous allez pouvoir faire un contrôle interne de fabrication sur l'annexe 8, c'est-à-dire vous allez pouvoir auto-certifier votre machine. Si par contre votre produit, lui, rentre dans l'annexe 4, vous devez vous poser la question, est-ce que je respecte les normes harmonisées qui s'appliquent à la machine? Si vous répondez par le positif, vous allez pouvoir choisir la procédure de certification que vous voulez, dont l'auto-certification si vous le désirez. Si vous ne respectez pas, vous ne pouvez pas prouver que vous respectez toutes les normes harmonisées par rapport à cette machine, alors vous ne pourrez plus faire votre certification contrôle interne, c'est-à-dire votre auto-certification, vous serez obligé de passer par une des deux autres procédures de certification où vous allez avoir l'intervention d'un organisme tiers qui est un organisme notifié. Ensuite, on continue. Vous posez la question, est-ce que j'ai une quasi-machine? Si vous répondez oui, alors c'est assez simple. Vous donnez une déclaration d'incorporation, telle que l'annexe 2.1.b, et vous ne faites pas de marquage CE. Et sinon, c'est une déclaration de conformité selon l'annexe 2.1.a, et vous devez faire un marquage CE selon l'annexe 3. Grosso modo, si vous devez retenir vraiment un slide ou avoir un slide sous la main, c'est celui-là, qui va vous permettre de finalement sauter à gauche et à droite dans votre directive machine et vraiment aller rechercher les informations que vous avez besoin. Voilà qui clôture le chapitre sur la directive machine. Donc, est-ce qu'il y a des questions jusqu'à présent sur ce qu'on vient de voir? Non, c'est très clair. J'essaye, je sais que c'est super évident pour moi, mais n'hésitez pas pour mon design, n'hésitez pas si vous avez des choses qui reviennent plus tard ou même quand vous serez dans le milieu professionnel, il ne faut pas hésiter. Moi, je suis à disposition, donc si je peux donner un petit coup de main, il n'y a pas de problème. On continue, Monsieur Rouchard? Oui, tout à fait. Eh bien, on va passer alors sur l'appréciation de risque. Alors, l'appréciation de risque, déjà, la première chose qui est importante, c'est bien savoir ce qu'est un danger et qu'est-ce qu'un risque. Est-ce que quelqu'un veut se lancer en regardant simplement autour de lui? Donc, je ne sais pas si vous êtes dans votre bureau, peut-être dans votre lit, je ne sais pas, mais est-ce que vous pourriez citer un danger que vous avez autour de vous
et le risque qui est associé. Est-ce que quelqu'un veut se lancer? Moi, je peux essayer. On y va. Donc, je dirais un danger, ce serait par exemple une prise secteur 230. Parce que, oui, attention, le courant, c'est dangereux pour la santé, mais ça représente un risque très, très, très faible, vu que, à moins que j'aille avec un outil vraiment spécifique, mettre genre une fourchette, par exemple, avec deux pins dans la phase et le neutre, je risque pas vraiment de m'électrocuter. Enfin, j'ai quasiment aucun risque de m'électrocuter, quoi. Alors là, on a déjà parlé de danger, de risque et de probabilité et d'estimation de risque. On a tout vu d'un coup là. Donc, si on doit reprendre vraiment la base, quel est le danger? Dans le cadre ici, quel est le danger? Le danger, c'est pour ma santé. Le danger, c'est l'électricité, le fait de s'électriser ou de s'électrocuter, quoi. Alors là, j'ai entendu le danger et le risque. Donc, pour bien cadrer, le danger, c'est la présence de l'électricité, donc de la tension, etc. Le risque, il peut y en avoir plusieurs par rapport à ça. Il peut y avoir le risque d'électrisation, d'électrocution, éventuellement de feu. Parce que ici, vous n'avez parlé que de la problématique de vous par rapport à la prise électrique. Mais rien ne vous empêche d'avoir un court-circuit dans votre tableau de départ, des mauvaises protections et d'avoir le feu également. Donc, ou alors d'avoir des explosions. Donc, on voit que pour un seul danger, on peut avoir de multiples risques. C'est très, très important de bien toujours définir le danger et le risque. Donc ici, le danger, c'est bien la présence de l'électricité. Et les risques, électrisation, électrocution, explosion, incendie, voilà, ça peut être beaucoup de choses. Est-ce que vous savez la différence entre électrisation et électrocution? Oui, Il y a mort ou pas mort? Ouais, c'est ça. Voilà, exactement. Donc moi j'entends souvent, au journal parler, parfois quand on parle d'un accident, tiens, un électrocuté entre la vie et la mort. Non, non, un électrocuté, il est mort. Donc c'est un électrisé entre la vie et la mort qui sera peut-être finalement considéré comme électrocuté. Donc c'est la différence entre les deux. Et c'est important parfois de savoir la différence entre les deux parce que certaines tensions, etc., le risque, ça sera une électrisation et d'autres, ça sera une électrisation ou une électrocution. Donc, alors ici, je vais reprendre une chose, on comprend bien que le danger et le risque, ce sont deux choses différentes. Donc maintenant, est-ce que quelqu'un veut se lancer pour me dire quel est le danger sur la petite photo? C'est de tomber? Non. Non, le danger, je dirais que c'est plutôt la hauteur. Voilà. Le danger dans ce que vous voyez ici, c'est la présence en hauteur ou le fait d'être en hauteur. Quel est le risque? Du coup, de tomber. Voilà, la chute. Ouais, Donc ok. voilà. C'est deux choses différentes, quoi. Vous êtes assis sur votre chaise, vous avez le danger parce que vous êtes en hauteur. Maintenant, si vous êtes sur les quatre pattes de votre chaise, le risque de chute est très faible. Si vous commencez à vous balancer sur les deux pieds arrière, le risque de chute est plus important. Donc on voit, voilà, mais vous êtes quand même en hauteur vu que vous n'êtes pas sur le sol. Alors deuxième cas, quel est le danger? La chaleur. La flamme? La flamme, oui. Ce n'est pas la bougie, parce que la bougie éteinte pourrait peut-être représenter des dangers, mais moins. Enfin, un danger ou des risques, etc. Mais ici, c'est vraiment la flamme. Quels sont les risques dus à cette fameuse bougie allumée? Se brûler? Se brûler, ouais. Alors là aussi, voilà, il y a la brûlure, mais après, il y a tout le reste. Il y a la brûlure, il y a explosion, incendie, éventuellement, s'il y a beaucoup trop de bougies, intoxication. Donc voilà, ça peut représenter beaucoup de choses. Donc on voit qu'un seul danger peut représenter de multiples risques. Et c'est très important, quand vous faites votre appréciation de risque, de bien déterminer quels sont les dangers et ensuite d'associer les différents risques par rapport à ce danger. Et on va voir pourquoi par après. Alors, grosso modo, quand vous êtes sur une machine, certains parleront de crocodile, d'autres de lion. Essayez de trouver les lions qui se trouvent dans votre installation. Alors, le danger ici, le lion, voilà, vous avez le lion. Le risque, c'est d'être confronté au lion.
Donc si vous avez le lion qui est tout seul dans la savane, ben, il y a un danger, il y a très peu de risques. Par contre, si vous le mettez dans votre classe de cours, quand vous pouvez retourner dans les classes de cours, ben, au milieu de 120 élèves, il y a déjà beaucoup plus de risques. Donc on voit que le phénomène de danger, c'est vraiment la propriété d'une personne, d'un animal, d'un objet, d'un produit, de plein de choses, d'une méthode de travail également, qui peuvent entraîner des dommages ou des conséquences néfastes. Le risque, c'est la probabilité de survenue de ce dommage par rapport à l'exposition au danger. Donc, si vous n'êtes pas exposé au danger, vous n'avez pas de risque. Le danger est là, mais vous n'avez pas de risque. Si je reprends l'histoire de tout à l'heure avec la prise électrique, ben, c'est clair que vous avez un danger, c'est la présence d'électricité, mais le risque est très faible. Pourquoi? Ben parce qu'il y a différentes mesures qui ont été appliquées pour le limiter, pour que vous soyez limité au niveau de l'exposition. Ben, il faut déjà que vous réussissiez à rentrer votre fourchette, comme on le parlait tout à l'heure, à l'intérieur. Donc c'est vraiment, c'est du suicide quoi, finalement. Mais bon, mais voilà, donc on a le danger. C'est pas pour ça que vous avez un risque énorme derrière. Alors, au niveau de l'appréciation de risque, sachez, bon, ici on ne parle pas que de la machine, on parle vraiment en général sur l'appréciation de risque. Ça touche mais un paquet de domaines. Et de plus en plus maintenant dans les entreprises, on parle d'appréciation de risque dans tous les sens, ce qui est nécessaire de toute façon. Donc vous avez l'appréciation des risques pour tout ce qui est la sécurité générale au travail, l'ergonomie, l'hygiène, de plus en plus les charges psychosociales, l'utilisation des produits dangereux et évidemment, pour terminer, quand même, nos machines. Alors les appréciations de risque, vous ne les faites pas que pour l'utilisateur de la machine. Ça peut toucher énormément de niveaux d'appréciation de risque. Ça peut toucher au niveau de l'organisation du travail, ou ça peut toucher sur les postes de travail. Ben, une machine, souvent, c'est un poste de travail, mais ça peut également se faire par rapport aux fonctions des individus. Donc, si vous dites « je suis un opérateur sur une machine », mais les risques ne sont pas les mêmes que quand vous allez être une personne qui va faire de la maintenance sur la machine. Donc, c'est deux types de dangers et de risques différents. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment prendre en compte toutes ces phases de vie et qui est confronté au risque. C'est d'ailleurs, on parlait tout à l'heure, vous devez faire, quand vous êtes fabricant, de bien délimiter les limites de la machine. C'est par exemple très important quand vous dites je fabrique une machine pour l'industrie, c'est de bien dire ben voilà, c'est pour l'industrie, pour des personnes qui sont formées, et ce n'est pas pour mettre ou monsieur tout le monde ou des enfants éventuellement pourraient intervenir ou arriver sur la machine. Alors on trouve ça un peu ridicule, mais si vous prenez par exemple des ateliers protégés, donc des personnes handicapées qui sont remises au travail, soit parce que c'est des handicaps physiques, mais parfois pour des handicaps mentaux, c'est important de bien cadrer et de bien dire ben, vous devez prendre en compte d'autres choses que pour du personnel professionnel formé, parce que ces personnes sont handicapées parfois mentales. Donc ce ne sera pas la même chose au niveau de l'appréciation de risque, vous aurez des risques supplémentaires parce que les gens ne sont pas conscients du risque. Alors, pour les méthodes d'appréciation de risque, il y a aussi un paquet de méthodes différentes. J'en cite quelques-unes ici. Donc il y a des checklists. Grosso modo, au niveau de la machine, on utilise, enfin, la plupart des fabricants machines utilisent une annexe, ou des annexes plutôt, d'une norme, qui est la EN ISO 12100, on va en parler tout à l'heure, qui est vraiment la norme de base au niveau sécurité machine. Et dans cette norme, on vous parle de l'appréciation de risque, des différents phénomènes dangereux qui sont présents sur les machines. Et dans les annexes, on vous donne toute une checklist des phénomènes dangereux. Donc, phénomènes dangereux mécaniques, électriques, le bruit, les vibrations, etc. Les rayonnements, on descend de plus en plus dedans. Donc, la plupart des fabricants machines utilisent une annexe ou les annexes B de la 12100. Donc, dans les documentations que j'ai envoyées à M. Rouchard, vous allez retrouver, par exemple, une petite checklist pour les tours à ameler, mais vous allez retrouver également les annexes B de la 12100. Donc ça, c'est très très fréquemment utilisé, c'est pratiquement uniquement utilisé par les fabricants machines, c'est cette annexe 12, de la 12100. Après, vous avez des méthodes également, ASOP, Ishigawa, EPO. Là, ce n'est pas des checklists, mais c'est des méthodes qui vont vous permettre de ne pas rater finalement des risques. Alors, est-ce qu'il y en a une meilleure que l'autre? Non, il faut vraiment ouvrir les yeux. Alors, en fonction des compétences, il y a des choses que vous verrez au niveau des sensibilités, c'est la même chose, c'est des choses que vous verrez d'autre part. C'est pour ça que c'est toujours important, quand vous faites une appréciation de risque, de faire intervenir plusieurs personnes.
parfois plusieurs personnes, c'est-à-dire des personnes qui viennent du bureau, des personnes qui viennent plutôt de la maintenance, des personnes qui viennent plutôt de la production, éventuellement des personnes qui n'utilisent pas la machine, parce que chacun va vraiment amener ou voir des risques différents. Donc faire une appréciation du risque seul, souvent c'est raté, sauf qu'on commence à avoir beaucoup d'expérience, et encore, parce qu'on a besoin d'énormément d'informations, par exemple de l'utilisateur, qui nous permet de voir un tout petit peu les situations dangereuses qu'ils ont pu avoir. C'est pour ça que chez un fabricant, parfois c'est difficile d'avoir une appréciation de risque complète, parce qu'à un moment, si c'est la première machine ou un prototype que vous faites, vous allez quand même encore récupérer des informations quand le prototype sera en route ou la première machine sera en route, et vous allez devoir évidemment faire vivre votre appréciation de risque. Donc une appréciation de risque est rarement terminée. Alors, ça, c'est pour faire de l'appréciation de risque. J'ai mis 2-3 méthodes à l'intérieur, normalement, de documentation. Après, vous avez la possibilité aussi d'avancer et d'estimer les risques, donc les évaluer. Alors, ça, c'est quelque chose qui n'est pas obligatoire. Donc, dans la directive machine, on vous indique que vous devez déterminer les différents risques que vous avez sur votre installation et soit de les supprimer, soit de les diminuer d'une certaine manière en appliquant des mesures dans un ordre bien précis. Mais vous allez pouvoir également, vous allez faire votre appréciation de risque et évaluer les risques, donc leur donner une valeur. Mais ce n'est absolument pas obligatoire. Là aussi, vous allez avoir un paquet de possibilités pour estimer les risques. Le tableau 2 entrées, l'AEN 12100, la méthode de Quinet. Ça, vous entendrez fréquemment. Il y a beaucoup de gens qui utilisent la méthode de Quinet. Et je prends un exemple, le tableau à 2 entrées. Voilà, le tableau à 2 entrées, vous prenez 2 références, c'est-à-dire la gravité et la probabilité que le risque, que le danger se transforme en risque et apparaisse. Et vous allez vous retrouver soit dans la partie verte, soit dans la partie jaune, orange ou rouge. Et en fonction de ça, vous allez dire, tiens, je fais quelque chose ou je ne le fais pas. Donc ici, on voit le tableau à 2 entrées, c'est très limité, mais vu que vous n'avez que la gravité et la probabilité. Un tableau, moi, que j'utilise fréquemment, c'est le tableau de la 12100, où là, vous avez 4 facteurs, c'est-à-dire 1, la gravité de la lésion, ensuite la fréquence d'exposition, puis la probabilité, et enfin, est-ce qu'il est possible d'éviter le risque. Donc, gravité de la lésion, souvent, c'est assez facile à déterminer. On dit, voilà, c'est soit réversible, soit c'est grave, habituellement réversible, soit décès. Donc, en fonction de ça, vous retrouvez dans la colonne 1, 2 ou 3. Ensuite, vous allez voir la fréquence d'exposition. Là, ça devient un peu plus compliqué, parce qu'on dit c'est rare à parfois ou souvent improbable. Donc, vous dites, oui, mais tiens, qu'est-ce que rare à parfois, qu'est-ce que souvent improbable? C'est pour ça que vous allez devoir vraiment déterminer ça lorsque vous faites une estimation des risques. Dire, moi, j'estime rare à parfois, c'est ça, souvent improbable, c'est ça, pour pouvoir avoir le même référentiel pour toute l'estimation des risques. Et vous continuez comme ça. Donc, est-ce que c'est probable que l'événement se passe? Vous avez des données historiques, par exemple. Oui, on a déjà eu ça dans l'entreprise, on a déjà eu des quasi-accidents, donc c'est plutôt haut, ou alors c'est plutôt moyen, plutôt faible. Et enfin, est-ce que c'est possible d'éviter le risque? Par exemple, on parlait de la presse emboutissage tout à l'heure. C'est pas facilement possible, à la vitesse où elle se ferme, d'éviter le risque. Par contre, vous auriez une presse plieuse, par exemple, qui prend beaucoup plus de temps en descente, par exemple 30 mm par seconde ou inférieur. Là, vous avez la possibilité d'éviter le risque. Donc, c'est comme ça que l'on travaille. Et ça va vous permettre de dire, si je suis entre 1 et 4, 5 et 7, etc., risque faible, moyen, important, et prendre des décisions de mettre des mesures ou pas mettre de mesures. Alors, comme je vous l'expliquais avant, ce n'est pas une obligation légale de faire l'estimation des risques. Par contre, moi je dis toujours pendant les formations, il y a 2 raisons intéressantes ou importantes de faire cette estimation. C'est par exemple lorsque vous faites une appréciation de risque sur une ancienne machine, vous allez faire l'estimation de tous les risques sur l'ancienne machine et ça va vous permettre de voir les risques les plus élevés et de donner des priorités d'intervention. On sait que vous n'allez pas pouvoir refaire une mise en conformité complète de votre ancienne machine. Donc ici, ça va vous donner, tiens, je vais attaquer plutôt par ce point-là, ce point-là, ce point-là, parce que c'est les points les plus dangereux. C'est la première raison. La deuxième raison, c'est éventuellement pour voir si vos mesures que vous allez appliquer sont efficaces. Donc, vous faites une estimation de risque avant d'appliquer la mesure pour diminuer votre risque. Vous refaites une estimation après avoir appliqué la mesure. Par exemple, vous aviez un risque de coupure, vous avez mis un protecteur fixe. Avant la mesure, vous aviez évidemment le risque de coupure. Depuis que vous avez mis le protecteur fixe, quand vous faites votre estimation, vous n'avez plus risque de coupure. Donc, vous avez vu que votre mesure était efficace. Si vous faites ce travail et que vous voyez que
avant et après la mesure, vous avez le même niveau de risque, il faut peut-être remettre en question la mesure. Alors, c'est super important, je le répète encore, c'est appréciation de risque obligatoire, estimation de risque, on vient d'en parler, n'est pas obligatoire, mais permet quand même certaines choses. Alors, il y a énormément de méthodes d'analyse de risque ou d'appréciation de risque. Grosso modo, en conclusion, il n'y a aucune des méthodes qui est parfaite. Il faut surtout ouvrir les yeux. Il faut surtout se faire aider à certains moments par des personnes éventuellement compétentes dans certains domaines. Donc moi, quand je fais des analyses de risque de machines où il y a des parties à texte, je connais la législation à texte, mais quand ça devient un peu plus pointu avec des produits particuliers, etc., je fais venir une société qui est vraiment spécialisée dans la texte et qui, eux, vont pouvoir m'aider dans l'appréciation de risque. Et l'appréciation de risque, elle peut être très petite, parce que c'est une petite appréciation de risque d'un poste de travail, comme quelque chose de très long. Ça va vraiment dépendre de l'objectif de votre appréciation de risque. Donc parfois c'est simplement une petite appréciation de risque d'un poste de travail pour un petit problème ergonomique, mais parfois c'est une appréciation de risque d'une grosse installation industrielle ou d'une grosse ligne de production, et ça va vous prendre 1 à 2 semaines pour faire votre appréciation de risque. Donc vraiment choisir votre méthode et votre d'appréciation de risque en fonction de l'objectif que vous voulez atteindre. Est-ce que vous avez des questions sur l'appréciation de risque? Non. Je sais que c'est assez rapide. Hein. Habituellement, le module appréciation de risque, c'est 4 heures quand on le voit avec et on fait des exercices. Donc, mais voilà, c'est une petite introduction, mais à savoir que c'est une obligation légale de faire cette appréciation de risque dans la machine, mais pas que la machine. Et alors, cette appréciation de risque fait partie de votre dossier technique. Vous n'êtes pas obligé de la donner à l'utilisateur. Néanmoins, moi, ce que je dis souvent aux utilisateurs, demandez contractuellement à votre fabricant de recevoir l'appréciation de risque, parce que ça permet de voir un tout petit peu le niveau du fabricant, qui peut le refuser. Mais bon, comme l'utilisateur, c'est lui qui a le cordon de la bourse, il peut imposer certaines choses. On peut continuer sur les normes? Pour moi, c'est bon, en tout cas. Ça va. Pour moi aussi. Alors, au niveau des normes, ça a été un tout petit peu la même chose qu'au niveau des directives. Avant, donc avant 1995, même avant 1990, chaque pays avait un petit peu ses normes. Donc les normes DIN pour l'Allemagne, les normes NN pour tout ce qui est Pays-Bas, NBN c'est les normes belges, les normes françaises, mais tout le monde avait un petit peu ses normes. Donc c'était un peu, je ne vais pas dire le fouillis, mais comme on a décidé à un moment de faire d'uniformiser, on va dire, les directives, par exemple, machine et d'autres directives, la communauté européenne a décidé également d'uniformiser les normes. Et c'est de là que sont apparues les normes EN. Donc, vous allez pouvoir parfois voir également PREN, c'est-à-dire c'est un projet de norme, donc ce n'est pas une norme définitive. Donc, si possible, n'achetez pas le projet de norme parce que vous allez avoir une norme qui va suivre par la suite et vous devrez racheter la norme. Alors, le nombre de normes est en croissance, mais c'est énorme. Ici, on était à 700 normes dans le domaine de la sécurité machine en 2005. On est à 2500 normes maintenant au niveau de la machine. C'est en constante augmentation. Vous allez pouvoir évidemment voir les normes N, mais parfois dans les normes N, vous allez voir également des normes EN ISO, ou alors simplement des normes ISO, ou des normes EN IEC, ou des normes EN CNELEC. Donc tout le monde se demande un peu, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mais ça va dépendre du type de norme. Donc si c'est une norme EN, d'office, elle est reconnue en communauté européenne. Si on voit que c'est une norme EN ISO, souvent c'est une norme qui est reconnue au niveau européen, mais qui est reconnue également au niveau international, et qui est soit développée par l'organisation internationale, donc l'ISO, soit par la communauté européenne. L'IEC, c'est tout ce qui est norme internationale électrique, et CNELEC, c'est tout ce qui est norme électrique européenne. Donc, on dit souvent que les normes reflètent l'état d'avancement de la technique. Moi, ça me fait bien rire parce que souvent, la norme sort et elle est déjà dépassée. Donc, ce qui est vraiment important à savoir, c'est que les normes ne sont pas obligatoires. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'elles sont payantes. Donc, si vous voulez disposer d'une norme, vous devez l'acheter. Les directives sont obligatoires, c'est pour ça qu'elles sont gratuites. Donc, ce que vous devez vraiment suivre, c'est la directive.
Néanmoins, n'hésitez pas à acheter certaines normes si vous en avez besoin, parce que ça va vraiment vous permettre d'avoir une présomption de conformité et ça va vous donner surtout des renseignements techniques beaucoup plus importants que ce que vous retrouvez dans la directive machine ou d'autres directives. Alors ça, c'est une petite explication sur la classification des normes. C'est pas hyper important, mais voilà, c'est simplement pour donner qu'il y a 3 types de normes. Dès que vous commencez sur la première page, au deuxième ou troisième page de la norme, on vous indique que c'est une norme de type A, de type B ou de type C. Simplement pour vous donner l'explication, la norme de type A, c'est une norme vraiment de base. Elle s'applique grosso modo à tout ce qui est équipement, composants ou machines, dans le cadre de la machine. Les normes de type B, soit c'est des normes de type B1 qui donnent plutôt, qui traitent d'un domaine un peu spécifique de la sécurité, par exemple les normes pour les distances de sécurité, température de surface et d'autres choses. Et les normes de type B2, c'est plutôt par rapport à des dispositifs de sécurité, donc des tapis sensibles, les arrêts d'urgence, les protecteurs, etc. Et ensuite, il y a énormément de normes, c'est surtout celles-là qui commencent à gonfler le nombre de normes au niveau de la machine. Ce sont les normes de type C, c'est des normes qui sont applicables à une machine bien particulière. Alors il faut savoir que les normes de type C, elles ne réinventent rien du tout. C'est simplement des normes qui reprennent tout ce qui se trouve dans les normes de type A ou de type B, mais qui s'appliquent vraiment à ce type de machine. Alors, si on doit prendre des exemples, la 12100 dont on vient de toucher un petit mot maintenant, principes généraux de conception, appréciation de risque, réduction de risque, c'est ça, son nom. Donc, reprend vraiment ces normes de base. Pour toutes les machines ou tout ce qui rentre dans la directive machine, cette norme est applicable. Les normes de type B, comme on disait, c'est des normes de groupe. Vous allez pouvoir avoir, par exemple, la EN ISO 13849, qui, elle, s'applique à tout ce qui est système de commande relatif à la sécurité. La 13850, c'est tout ce qui est équipement d'arrêt d'urgence. La 14120, tout ce qui est protecteur fixe mobile. Donc, c'est des dispositifs qui viennent finalement se greffer sur votre machine. Et normes de type C, en voilà quelques-unes. Bon, on peut prendre, on a parlé de la presse tout à l'heure, mais vous avez le ISO 16092-1 qui s'applique aux presses hydrauliques. Tout ce que vous allez retrouver dans cette norme presse hydraulique se retrouve dans toutes les autres normes de type A et de type B, mais pour les presses hydrauliques. Et si vous faites par exemple une presse hydraulique, comme on l'a vu tout à l'heure, qui rentre dans l'annexe 4 et que vous suivez totalement la ISO 16092-1, vous allez pouvoir répondre à la question, est-ce que je respecte tout par rapport à cette machine? Oui, donc vous allez pouvoir faire une autocertification. Il y a énormément de normes de type C maintenant, ça sort dans tous les sens. Alors, je vous ai mis quelques-unes, alors vraiment quelques-unes. On a parlé tout à l'heure, il y avait plus de 2000 et quelques de normes, mais quelques normes de base que vous allez fréquemment utiliser, vous allez fréquemment rencontrer dans la machine. C'est non exhaustif, mais c'est grosso modo vraiment celle que vous allez le plus souvent voir. Donc la 12100, c'est celle de base, celle pour l'appréciation de risque. La 1418, c'est prévention de la mise en marche intempestive. Je vous les laisserai lire, je ne vais pas commencer à les développer toutes. On va en développer peut-être l'une ou l'autre juste après. On va rester sur la 13849-1 surtout. Donc voilà, je ne sais pas si vous avez des questions jusque-là, parce que là on va vraiment rentrer dans une norme bien spécifique qui est la EN ISO 13849-1. Pas de questions, non. Voilà, ici c'est vraiment, comme je dis, il y en a je ne sais plus combien, 3, 6, 9, ouais, il y en a 11, c'est ce que vous allez fréquemment retrouver. Hein. Si on regarde les arrêts d'urgence, vous allez fréquemment avoir des arrêts d'urgence sur votre installation. Vous allez fréquemment également avoir des protecteurs fixes mobiles, hein, donc la 1420. S'ils sont mobiles, vous allez devoir les contrôler, donc là, c'est les dispositifs de verrouillage associés aux protecteurs, c'est les 1419. Les distances de sécurité pour éviter l'écrasement du corps, la même chose. C'est des choses qu'on utilise fréquemment pour justement éviter, s'il y a un mouvement, je veux dire, assez lent, vous dire, je suis exposé à ce mouvement lent, mais je ne vais pas me faire écraser entre, on va dire, un tablier, par exemple, d'une fraiseuse et un mur. Il y a une distance de 500 mm qui est respectée mécaniquement, donc je sais que je ne me ferai pas écraser entre la table de la fraiseuse et le mur. Donc ça, c'est cette norme 13854 qui est appliquée.
La 13857, c'est souvent pour tout ce qui est atteinte des éléments ou des risques ou des zones dangereuses. Donc c'est par exemple tout ce qui est grillage ou tout ce qui est protecteur qui encercle la machine. Mais vous allez devoir mettre certaines hauteurs, les mettre à certaines distances. Tout ça se retrouve dans cette fameuse EN-ISO 13857. Alors on va passer sur la norme 13849-1. Donc là on va passer un bon quart d'heure à mon avis dessus. C'est une norme qui n'est pas toujours utilisée parce qu'elle ne sera utilisée que lorsque vous aurez un système de commande relatif à la sécurité. Donc cette norme, elle s'applique à tout type de machine et c'est indépendant de l'énergie utilisée. Donc que vous soyez avec de l'énergie électrique, hydraulique, pneumatique, mécanique, cette norme s'y applique. Alors ça donne également, cette 13849-1, tout plein d'exigences pour le circuit de contrôle de sécurité, mais également pour tout ce qui est système électronique programmable. Auparavant, il y avait une autre norme, la 954, elle en parlait très peu. Mais pourquoi? Parce qu'à cette époque-là, il y avait encore il y avait pratiquement aucun système électronique programmable de sécurité. On sait maintenant que depuis, on va dire, début des années 2000, les automates de sécurité ont apparu, les relais de sécurité programmables sont apparus. Donc, c'est pour ça que cette norme, à un moment, est apparue également, la 13849-1, parce que on ne prenait pas ça en considération dans cette norme. Et alors, chaque partie de votre système de commande doit être considérée. Donc, il n'y a pas que, la première partie, la deuxième partie, c'est-à-dire la première partie, par exemple, votre bouton pousseur d'arrêt d'urgence. Non, vous allez devoir prendre votre bouton pousseur d'arrêt d'urgence, le module qui contrôle le bouton pousseur d'arrêt d'urgence, et jusqu'à ce que ça coupe. Par exemple, une vanne hydraulique, une vanne pneumatique ou des contacteurs de puissance. Alors, quelques exemples de circuits de contrôle relatifs à la sécurité, c'en est quelques-uns. Hein. Vous pouvez les retrouver dans la norme, mais c'est tout ce qui est fonction d'arrêt initiée par un dispositif de protection. Mais par exemple, vous avez un capot avec un interrupteur de sécurité. Mais quand vous allez ouvrir ce capot, votre circuit de contrôle relatif à la sécurité, c'est votre interrupteur de sécurité, ce qui le gère et ce qui le coupe derrière. Le réarmement manuel, éventuellement les fonctions de commande locale, la fonction évidemment d'arrêt d'urgence, éventuellement, quand on va un petit peu plus loin, des limites sûres de vitesse. Donc, lorsque vous allez travailler avec des protecteurs qui sont inhibés, ouverts, par exemple, pour faire du réglage, vous allez devoir faire des contrôles de vitesse de sécurité. Des fonctions qui nécessitent des actions maintenues, etc., etc., etc. Il y en a une bonne 15 à 20 fonctions de sécurité de fonctions de commande relatives à la sécurité qui sont reprises dans cette fameuse norme. Alors, le principe de cette norme, c'est on va déjà, quand vous allez faire votre appréciation de risque, vous allez déterminer différents risques et vous allez appliquer différentes mesures pour couvrir ces risques. Évidemment, tant que vous allez mettre des mesures intrinsèques, par exemple, on parlait tout à l'heure, casser les angles vifs, mettre des protecteurs en plus par après fixes, etc., vous n'avez pas besoin, vous ne travaillez pas sur le circuit de commande. Maintenant, dès que vous allez commencer à rentrer dans le circuit de commande, c'est-à-dire un protecteur mobile, par exemple, contrôlé, là, vous allez vous allez pouvoir appliquer cette 13849-1. Donc, vous allez devoir sélectionner les différentes fonctions de sécurité qui sont réalisées par un système de contrôle. Pour chacune de ces fonctions, vous allez devoir déterminer les caractéristiques requises de votre fonction et donc déterminer un performance level à atteindre. Donc, on va voir ce que c'est le performance level par après. Donc, vous allez devoir dire, voilà, pour cette fonction, voilà mon risque, voilà le performance level que je vais devoir atteindre. Ensuite, vous allez devoir concevoir tout votre circuit pour pouvoir respecter et atteindre ce performance level. Et vous allez devoir calculer ce performance level en prenant différentes choses en compte. C'est-à-dire la catégorie, c'est l'architecture de votre construction de votre circuit, le MTTFD, la couverture diagnostique, le diagnostic coverage et le common cause failure. On va le revoir par après, ne vous inquiétez pas. Et alors, en prenant ces différents paramètres, vous allez réussir à calculer votre performance level atteint. Et votre performance level atteint pour votre fonction de sécurité, il doit être plus grand ou égal à ce que vous aviez requis au début. Si vous n'y êtes pas arrivé, vous devez reconcevoir votre circuit ou changer certaines choses, soit la catégorie, soit prendre des composants avec des MTTFD plus haut, ainsi de suite, pour pouvoir atteindre ce performance level requis. Dès que vous avez atteint le performance level requis,
et ben alors vous avez satisfait toutes les prescriptions pour cette fonction de sécurité et vous pouvez commencer à regarder pour la deuxième fonction de sécurité, la troisième et ainsi de suite. Alors, pour déterminer le performance level requis, ben vous allez voir que c'est intéressant d'avoir fait votre appréciation du risque auparavant parce que finalement, vous allez pratiquement vous reposer identiquement les mêmes questions. Donc, on va prendre un exemple. Vous avez une petite scie et vous avez un protecteur sur cette petite scie avec un interrupteur de sécurité qui contrôle ce protecteur. Donc vous avez décidé, ben voilà, j'ai ma lame, je vais mettre un protecteur contrôlé. Et vous allez devoir maintenant déterminer le performance level à atteindre par cette fonction de sécurité. La fonction de sécurité, c'est l'interrupteur de sécurité, ce qui le gère et ici par exemple, qui coupe les contacteurs du moteur de la scie. Donc vous allez vous poser des questions. Quelle est la gravité de la lésion? Si je n'ai pas ce protecteur contrôlé, c'est plutôt grave. Donc je suis en S2. Donc vous passez dans la branche S2. Quelle est la fréquence et ou la durée d'exposition? Là, vous allez dire rare, assez fréquent ou temps d'exposition court, fréquent, permanent. Donc là, c'est souvent les gens disent oui, mais qu'est-ce qu'on entend par l'un ou par l'autre? Il faut savoir que depuis 2015, la norme a été révisée. Donc c'est une norme au départ qui est de 2009. Elle a été révisée et dans la révision, on indique si vous devez choisir F1 et F2, on vous donne des informations qu'on ne vous donnait pas avant. Donc on vous dit, si vous passez plus de 5% du temps confronté à ce risque, ou si vous y êtes confronté plus d'une fois toutes les 15 minutes, alors vous devez prendre le facteur F2. Sinon, vous pouvez prendre le facteur F1. Là, au moins, on a donné un petit peu d'informations. Donc là, vous allez choisir si vous passez sur F1 ou F2. Vous allez devoir déterminer est-ce que c'est possible ou non d'échapper au danger. Souvenez-vous de la presse d'emboutissage tout à l'heure ou une presse de plieuse. Donc vous allez dire non, ça va trop vite, c'est impossible. Ou oui, c'est possible parce que ça va lentement. Donc vous allez encore choisir la troisième branche. Donc ici, vous allez par exemple S2, F2, P1. Donc vous retrouvez un performance level de D. Et vous avez un dernier paramètre à prendre en compte, c'est la probabilité d'occurrence d'un événement dangereux. C'est une nouveauté aussi depuis 2015. Et on vous dit, est-ce que vous avez des données qui vous permettent de dire, non, ça n'arrive jamais, ou oui, ça arrive fréquemment. Donc la plupart des gens restent dans la colonne ici qui l'ont atteint, donc le D, sauf vraiment s'ils sont sûrs, etc., qui peuvent encore un petit peu dégrader leur performance level. Donc, à savoir que le performance level le plus élevé et le plus contraignant, c'est le performance level E. Pourquoi? Parce que c'est celui qui offre la moins de probabilité de défaillance en 1 heure. Donc, qu'est-ce que ça représente justement ce performance level d'un circuit de commande relatif à la sécurité? C'est la probabilité que votre circuit ait une défaillance dangereuse par heure. Donc, on voit ici les valeurs de cette probabilité de défaillance dangereuse. Quand vous allez avoir terminé de déterminer ce performance level, pour votre petit capot avec votre interrupteur de sécurité et votre relais de sécurité, par exemple, qui coupe le contacteur, vous allez devoir construire votre circuit pour essayer d'atteindre votre performance level. Donc, on va prendre le cas qu'on a pris tout à l'heure, qu'on devrait atteindre un performance level D. Alors, pour atteindre ce performance level D, donc on a un petit schéma ici, on va devoir se trouver dans cette ligne. Et on voit déjà différentes choses que l'on va devoir essayer de respecter pour pouvoir rentrer dans cette ligne. On voit ici qu'il y a déjà, on parle des catégories, on parle du MTTFD, on parle de couverture diagnostique. Donc, pour pouvoir construire et ensuite déterminer votre performance level atteint, vous allez devoir prendre toutes ces choses en compte. On va les passer d'un après l'autre. Catégorie, MTTFD, diagnostic, coverage, common cause failure. Mais c'est important de voir déjà le petit schéma pour savoir que lorsque vous allez devoir arriver à du D, on voit tout de suite qu'on doit déjà oublier la catégorie B1, parce que vous n'y arriverez jamais. Et éventuellement, en catégorie 2, on pourrait y arriver dans certains cas. En catégorie 3, on peut y arriver également dans certains cas. Et en catégorie 4, on est certain d'y arriver. Ensuite, quand vous aurez déterminé votre catégorie, vous allez devoir regarder pour avoir un MTTFD. Donc, si vous dites je travaillerai en catégorie 2, vous voyez que votre MTTFD, il faudra déjà qu'il soit haut et encore dans la partie haute, encore plus haute que simplement la première tranche du camembert ici, enfin, de la première ligne. Et la même chose pour les couvertures diagnostiques. Donc, c'est tout ça qui va vous permettre, dans un premier temps, d'avoir une première vision et de vous dire, tiens, je vais devoir construire ma fonction de sécurité d'une certaine manière.
Alors, la première chose à prendre en compte, c'est de l'architecture, donc c'est la catégorie. Alors, qu'est-ce qu'on entend par catégorie? Donc, le fabricant va sélectionner une architecture pour pouvoir atteindre évidemment son performance level requis. Donc, le schéma typique d'une architecture, mais qui n'est pas figé évidemment, c'est vous avez quelque chose qui détecte, par exemple votre interrupteur de sécurité, une logique qui fait le contrôle de votre interrupteur de sécurité et éventuellement de votre contacteur de sortie, et d'une sortie qui est votre contacteur. Maintenant, vous allez pouvoir avoir l'entrée, la logique et encore 2 ou 3 choses derrière. Hein. Ce n'est pas spécialement toujours seulement 3 éléments. Alors, je vous ai repris ici les 4 catégories, les 4 architectures de que vous allez pouvoir retrouver. Donc, première architecture, c'est la catégorie B. C'est de l'architecture monocanal. Donc, vous avez un seul canal, c'est entrée, logique, sortie. Oups, j'étais un peu vite. Donc, vous avez du monocanal. La différence entre la catégorie B et la catégorie 1, c'est que la catégorie B, c'est simplement des composants standards. Vous respectez simplement tout ce qui est sécurité environnementale. C'est-à-dire, si c'est un circuit électrique, vous allez mettre un disjoncteur, le disjoncteur nécessaire. Vous allez mettre les dimensions de fil, etc. nécessaires, et ainsi de suite. Donc, simplement, vous respectez le bon usage, si on peut dire. Vous travaillez en bon père de famille. À partir de la catégorie 1, vous allez prendre des composants éprouvés. On le verra tout à l'heure ce que c'est un composant éprouvé, et souvent il y a un petit signe sur le composant, mais c'est par exemple, vous êtes sûr et certain que si vous avez un arrêt d'urgence, vous allez prendre un arrêt d'urgence, c'est un contact normalement fermé. Donc c'est un composant éprouvé parce que lorsque vous allez appuyer sur le bouton poussoir d'arrêt d'urgence, vous allez arracher le contact. Donc vous êtes sûr et certain que ça va s'ouvrir. Donc c'est ça un composant éprouvé. Donc c'est la différence entre la catégorie B et la catégorie 1, c'est uniquement ces composants éprouvés. À partir de l'architecture de catégorie 2, on a toujours du monocanal, mais vous avez l'intervention à ce moment-là de tests ou de tests, je ne vais pas dire fréquents, mais de tests à intervalles réguliers. Donc c'est à ce moment-là souvent qu'on voit apparaître le relais de sécurité. Pourquoi? Parce que le relais de sécurité, lui, va contrôler à intervalles réguliers l'entrée. Éventuellement, c'est le relais qui donne le 24 volts l'organe d'entrée. Donc, si un 24 volts extérieur vient court-circuiter, la logique va le voir. Donc, ça, c'est une surveillance, par exemple, de l'entrée. Et la surveillance de la sortie, c'est par exemple un contacteur. Et on prend des contacts liés du contacteur qui vont basculer lorsque la logique va faire tomber le contacteur. La logique va relire est-ce que le contacteur a bien fonctionné. Donc, voilà, c'est une surveillance qui se passe, parfois pas super fréquente, mais qui a lieu d'être là. Malheureusement, dans certains cas, si vous avez votre contacteur qui reste collé, ok, votre logique aura détecté que votre contacteur restera collé, il va vous donner un état, va vous dire il y a un problème, mais c'est pas pour ça que le risque ne sera plus là. Donc, dans le cas, par exemple, de risque élevé, on voit que la catégorie B1 et 2 sont à éviter. On prend par exemple l'exemple de la scie ou de la presse d'emboutissage. On va alors à ce moment-là passer sur des catégories qui sont beaucoup plus complexes et qui vous évitent au premier défaut de perte de fonction de sécurité. Et ça, ce sont les catégories, les architectures de catégorie 3 et 4. Là, automatiquement, architecture de catégorie 3 et 4, vous travaillez avec du bicanal, automatiquement. Et vous avez des surveillances également des sorties, des surveillances éventuellement des entrées et des surveillances entre les deux canaux pour être sûr et certain qu'ils fonctionnent de la même manière. Donc la grosse différence après entre la catégorie 3 et 4, c'est que la catégorie 3, un seul défaut unique, vous ne pouvez pas perdre la fonction de sécurité. Par contre, une accumulation de défauts que vous n'auriez pas réussi à contrôler pourrait vous la faire perdre. Tandis que la catégorie 4, c'est un défaut unique ou une accumulation de défauts ne peut jamais mener à la perte de la fonction de sécurité. Donc vous devez toujours pouvoir contrôler tous les défauts au niveau de l'architecture catégorie 4. C'est une architecture qui n'est pas fréquemment utilisée. Certains veulent l'utiliser pour être sûr d'être toujours en sécurité, mais ça va vous coûter horriblement cher. C'est des architectures souvent qui sont uniquement utilisées pour les machines dangereuses. On revient sur la presse d'emboutissage, on impose au niveau de la presse d'emboutissage des architectures de catégorie 4, par exemple. La norme vous dit, voilà, vous devez suivre l'architecture de catégorie 4.
mais pour d'autres installations, ce n'est pas nécessaire. Voilà au niveau de la catégorie. Donc, quand vous aurez terminé au niveau de la catégorie, mais pour chacun des canaux, donc ici vous saurez, ben, voilà, j'ai fait une catégorie 2 ou une catégorie 3 ou une catégorie 4, ben, vous savez maintenant dans quelle colonne vous vous trouvez. Vous allez devoir déterminer la fiabilité de chacun des canaux. Donc évidemment, si vous êtes en catégorie B1 ou 2, vous avez un monocanal. Donc là, c'est assez facile, vous n'avez qu'un canal à calculer. Si vous êtes en catégorie 3 ou 4, vous avez 2 canaux. Alors les 2 canaux, si on regarde auparavant, ne sont pas spécialement identiques. Ils peuvent être identiques, c'est-à-dire c'est 2 contacts d'un interrupteur de sécurité, un seul bloc logique et un double bloc de contacteurs. Mais ce n'est pas sûr que les 2 contacteurs sont les mêmes marques ou le même type de contacteur. Vous pourriez avoir 2 canaux totalement, enfin chaque canal totalement différent. Alors là, vous allez devoir déterminer pour chaque canal quel est vos MTTFD, donc votre Mean Time to Failure Dangerous. Donc soit vous allez retrouver à la fin de vos calculs un Mean Time to Failure Dangerous en 3 ans et 10 ans, donc ce sera bas, ou en 10 et 30 ans, ce sera moyen, ou en 30 et 100 ans, ce sera élevé. Alors, comment est-ce que l'on fait pour déterminer ces Mean Time to Failure? Donc ici, j'ai repris un schéma exemple avec une architecture de catégorie 4. Donc, vous avez votre commande de votre machine qui passe par un relais de sécurité et qui va actionner 2 contacteurs. Vous avez un capot qui est contrôlé par un capteur de sécurité. On voit ici que le capteur de sécurité est dédoublé, donc il est alimenté avec 2 tensions différentes de relais de sécurité. Ça peut être le même capteur, ça peut être 2 capteurs différents. Vous avez également donc un autocontrôle ici, qu'il n'y ait pas de 24 volts étrangers qui apparaissent, qu'il n'y ait pas de court-circuit entre les capteurs et ainsi de suite. Donc vous voyez qu'il y a vraiment un contrôle non-stop de cette fonction de sécurité de l'entrée. Même chose pour les sorties au niveau des contacteurs. Vous avez des contacts mécaniquement liés qui vont contrôler que les 2 contacteurs ont bien fonctionné. Si un seul des contacteurs resterait collé, ben, le retour ici indiquerait qu'il y a un problème et vous ne pourriez pas remettre la fonction de sécurité en service. Donc c'est vraiment une architecture catégorie 4 où vous êtes sûr et certain de ne jamais avoir une perte de la fonction de sécurité. Alors comment calculer maintenant le Mean Time to Failure Dangerous pour ces différents canaux? Ben, vous allez pouvoir retrouver les différentes données soit dans le catalogue du fabricant. Donc le catalogue du fabricant du capteur de sécurité va vous indiquer, ben tiens, vous atteignez un MTTFD de autant. Ou si vous ne retrouvez pas, donc c'est maintenant rare encore, c'est plutôt fréquent dans les systèmes en sortie. Si vous ne retrouvez pas, dans la norme, vous avez une annexe, c'est le tableau C1 qui vous donne des données génériques pour les différentes choses que vous pourriez avoir. Par exemple, pour une vanne hydraulique, il vous dit c'est 150 ans. Donc MTTFD 150 ans. Après, vous allez simplement devoir faire le calcul en disant, ben voilà, le 1 sur le MTTFD du canal 1, donc du premier du capteur de sécurité, égale à 1 sur le MTTFD, blablabla, voilà. Et vous allez déterminer comme ça votre MTTFD de votre canal. Et vous devez le faire pour les 2 canaux. Maintenant, si les canaux sont identiques, ben vous avez le même résultat. Donc parfois, si vous allez voir dans les catalogues des fabricants ou si vous allez voir dans les données génériques, on ne vous donnera pas directement le MTTFD, on vous donnera plutôt une valeur qui est le B10D. Mais cette valeur de B10D va, elle, vous permettre de calculer le MTTFD. Donc le B10D, c'est le nombre de manœuvres, par exemple d'un contacteur, avant qu'il ne représente une situation dangereuse. Donc les fabricants, comment est-ce qu'ils déterminent leur B10D? Ben, ils prennent par exemple, je ne sais plus combien, mais ça doit être peut-être une centaine de contacteurs, et les font fonctionner. À certains moments, les contacteurs, ben, il y en a un qui rend l'âme, mais il est en position ouverte, donc ça ne représente pas un phénomène dangereux, donc on ne le prend pas en compte. Mais lorsque vous allez avoir 10% des contacteurs qui resteront collés, vraiment fermés, et qui représentent une situation dangereuse, ben, ils vont prendre le nombre de manœuvres qui ont dû être faites pour arriver à ces 10%. Ils vont vous dire, par exemple, pour une vanne pneumatique standard, ben, il y a 20 millions de manœuvres. Donc vous allez devoir prendre en compte ces 20 millions de manœuvres et faire votre calcul de votre Mean Time to Failure avec, en sachant combien de temps est-ce qu'il faut pour que j'arrive à ces 20 millions de manœuvres, et ça vous donnera votre MTTFD de votre, par exemple, vanne pneumatique. Ensuite, la couverture diagnostique.
mais comme on le voit, on a déjà pris en compte l'architecture, on a pris en compte le MTTFD, donc maintenant on sait dans quelle colonne on se trouve et dans quelle couleur finalement on se retrouve. Maintenant, on va devoir calculer la couverture diagnostique. C'est souvent la chose la plus difficile à calculer. Soit vous allez avoir une couverture diagnostique nulle, faible, moyenne ou élevée. Donc, comment est-ce que cette couverture diagnostique va être calculée? De la même manière que le MTTFD, vous allez rechercher les informations dans le catalogue des fabricants. Ou alors, si vous ne retrouvez pas ça dans le catalogue des fabricants, vous avez également une annexe dans la norme qui vous donne des valeurs par défaut. Et vous allez faire votre calcul de votre canal 1, éventuellement de votre canal 2, s'il est différent, en reprenant voilà, la couverture diagnostique de mon capteur de sécurité sur son MTTFD, plus ainsi de suite. Voilà, vous voyez le petit calcul ici. Donc tout ça va vous permettre en finalité de savoir dans quelle colonne vous vous retrouvez, dans quelle partie de couleur vous vous retrouvez et en fonction, par exemple ici, diagnostic coverage low ou medium, si vous vous trouvez sur la première colonne ou la deuxième colonne. Alors ça a l'air compliqué, mais il y a des petits programmes qui vous permettent de faire le calcul et c'est assez simple de faire le calcul quand on est un tout petit peu habitué. Le plus difficile souvent, c'est de retrouver les informations dans les catalogues des fabricants, même si de plus en plus, maintenant, les fabricants sont habitués et donnent ces valeurs-là. Au tout début, en 2009, on devait souvent prendre des informations dans l'annexe de la norme parce qu'on n'avait pas ces informations. Et en finalité, vous allez éventuellement, à partir de la catégorie 2, donc si vous avez des architectures catégorie B1, vous n'avez pas besoin de le faire, vous allez devoir prendre en compte les défaillances de cause commune. Donc c'est assez simple, vous allez simplement devoir vous poser des questions et voir si vous y répondez ou pas. Et le but, c'est d'avoir répondre oui pour avoir, c'est pas une obligation, hein, c'est l'obligation d'avoir 65 points sur 100, mais il ne faut pas répondre oui pour faire plaisir. Mais vous allez dire, voilà, est-ce que je sépare bien, par exemple, mes câbles de puissance et mes câbles de commande? Si oui, j'ai gagné 15 points. Est-ce que les gens sont compétents et sont formés pour faire des circuits de contrôle relatifs à la sécurité? Si oui, c'est 5 points. Est-ce que je respecte toutes les règles environnementales? C'est 35 points. Évidemment, dans les règles environnementales, il y a plusieurs. Hein. C'est découpé en plusieurs points. Donc, et là, vous devez réussir à avoir 65 points. Si vous les avez, vous respectez les défaillances de cause commune. Et tout ça, grosso modo, va vous permettre de calculer votre performance level atteint final et de dire s'il est bien égal ou supérieur à votre performance level requis. Donc, je sais que c'est un peu compliqué. C'est très rapide parce que d'habitude, là aussi, on passe pas mal de temps sur cette norme. On passe au moins 2 heures sur la norme. Donc, c'est vraiment pour vous donner simplement la première information et que vous sachiez quand vous entendrez parler, tiens, performance level, ah bah oui, je sais ce que c'est. MTTFD, je vois à peu près ce que c'est, etc. Et je sais où aller le rechercher. Est-ce que vous avez des questions particulières sur cette norme NISO 13849? Non, pas de questions pour moi. Ou si j'ai réussi à faire endormir tout le monde cette fois-ci? Donc, c'est une norme qui est fréquemment quand même utilisée, parce qu'automatiquement, sur une machine, vous allez très souvent avoir un circuit de commande relatif à la sécurité. La plupart, c'est l'arrêt d'urgence, les capots contrôlés, les barrières immatérielles. Après, il y a des choses de plus en plus complexes qui peuvent apparaître, mais celle de base, c'est vraiment celle-là. Alors, tout à l'heure, je vous parlais d'ouverture positive, donc à partir de la catégorie 1, que vous devez prendre des composants éprouvés. Qu'est-ce que c'est cette fameuse ouverture positive? Mais vous allez pouvoir retrouver souvent sur les interrupteurs de sécurité, quand vous regardez un tout petit peu sur l'interrupteur, vous allez avoir un petit symbole qui est une petite flèche de ce type-là, entourée d'un rond. C'est vraiment un symbole qui est normalisé, hein, ça ne vient pas n'importe où, mais ça désigne que c'est un interrupteur à manœuvre ouverture positive. Donc, comme l'arrêt d'urgence tout à l'heure, c'est qu'il n'y a pas le choix. Mécaniquement, ça s'ouvrira. Donc, on le voit ici, par exemple, sur un protecteur. Voilà, vous avez votre protecteur fermé et l'ouverture de votre protecteur arrache vraiment le contact. Donc, vous êtes sûr et certain que votre contact sera arraché et que vous aurez votre sécurité. Voilà les manœuvres d'ouverture positive, c'est la même chose. Vous pouvez en avoir de plein de façons différentes. Par exemple, ici avec des cams, que ce soit des cams rondes, que ce soit des cams plates, etc. Donc ça, il y a plein de façons de faire. Maintenant,
il faut savoir qu'on trouve de moins en moins d'interrupteurs purement mécaniques au niveau de la sécurité et que de plus en plus, il y a une grosse évolution au niveau de ça sur les 10 dernières années, même sur les 20 dernières années, mais les 10 dernières, ça a évolué énormément. Et on arrive de plus en plus à des capteurs, entre guillemets, intelligents. On va en parler juste après. Capteurs intelligents où vous éliminez pratiquement la mécanique et où vous avez même des couvertures diagnostiques qui sont intégrées dans le capteur. Alors le relais de sécurité, là aussi c'est le principe du relais de sécurité. Ils ne sont plus du tout ne fonctionnent plus du tout de la même manière maintenant. Donc auparavant, un relais de sécurité, qu'est-ce que vous retrouvez à l'intérieur? Plein de petits relais. Donc la plupart du temps, 3 ou 4 petits relais qui s'autocontrôlent, etc. Mais ça vaut la peine toujours de voir ce principe. Le principe, voilà, vous avez une entrée, soit sur l'alimentation ici directement, où vous faites la coupure de l'arrêt d'urgence, soit des entrées spécifiques pour l'arrêt d'urgence. Vous avez ensuite tout l'intérieur qui vous permet de contrôler en fonction de l'entrée, de faire tomber des sorties, donc une sortie ou 2 sorties. Ici, on a fait tomber 2 contacteurs. Et vous avez également tout ce qui est autocontrôle. Donc, on voit ici que pour pouvoir réarmer le relais de sécurité, donc lui dire maintenant je te réarme après avoir claqué mon arrêt d'urgence, je retire, je peux le réarmer, mais lui contrôle que le KM1 et le KM2 ont bien fonctionné. Si jamais un des 2 contacteurs serait resté collé, là, le contact ici serait ouvert, donc vous ne pouvez pas réarmer le relais de sécurité. Donc ça, c'est le principe un peu de base. Alors, au niveau de tout ce qui est relais de sécurité ou contrôle de sécurité, il y a eu des grosses évolutions donc, sur les 20 dernières années. Donc, tout au départ, on travaillait beaucoup avec de la logique câblée. On n'avait pas grand-chose d'autre. Il n'y a pas de logique programmée. C'était du relais de sécurité câblé, point à la ligne. Et puis, depuis les années fin des années 90, début des années 2000, on a commencé à voir apparaître les automates de sécurité et les relais de sécurité programmables. J'en ai pris un exemple ici, c'est chez Phoenix Contact, mais les premiers à avoir sorti les relais de sécurité programmables et automates programmables, c'est la société Pils. D'ailleurs, on dit souvent un relais Pils. Moi, j'ai toujours un relais de sécurité parce qu'il n'y a pas que qui en fabrique. Et alors, depuis également les années, on va dire début des années 2000, on a vu apparaître de plus en plus dans l'automation les automates, mais mixtes. C'est-à-dire un automate qui pouvait aussi bien faire tout ce qui était sécuritaire que tout ce qui était process. Et on va de plus en plus vers ces solutions, pas spécialement pour des petites installations où ce n'est pas nécessaire, mais dès qu'on rentre dans des installations un peu plus complexes ou des machines un peu plus complexes, on ne se casse plus la tête de faire la sécurité avec du câblé ou du relais de sécurité programmable spécifique. On fait tout dans le même boîtier finalement et c'est nettement plus simple à gérer. Alors au niveau des capteurs, c'est la même chose. Ça a évolué énormément. Comme j'expliquais, à un moment, tout au début, on n'avait que des capteurs mécaniques, ce qui était très bien, etc. Mais il y avait possibilité d'usure, etc. Il fallait faire des contrôles avec un relais de sécurité, par exemple, sur les capteurs pour être sûr qu'il n'y ait pas de problème. De plus en plus maintenant, on est passé sur des capteurs magnétiques ou des capteurs RFID. Et maintenant, on a même des capteurs magnétiques, magnétiques qui permettent de faire des blocages magnétiques de sécurité. C'était interdit auparavant, mais maintenant ça a évolué. On peut bloquer mécaniquement de manière sécuritaire un capot pour qu'on ne puisse pas l'ouvrir, par exemple, pour une scie où vous avez de l'inertie sur votre scie. Donc c'est une grosse évolution également. Ce qui est intéressant avec ces capteurs, c'est que souvent ils s'autocontrôlent. Vous n'avez pas besoin d'avoir votre relais de sécurité qui contrôle s'il fonctionne bien ou pas. Lui, il s'autocontrôle en interne. Donc l'intelligence se retrouve dans le capteur. Donc si le capteur voit un problème en interne, par exemple, il a une sortie qui a 1, une autre sortie qui a 0, il se mettra en défaut. Ce n'est pas à la logique suivante de faire le contrôle. Donc ça, c'est la grosse évolution. C'est un peu la même chose au niveau des variateurs de vitesse également, où maintenant, vous coupez une entrée sur le variateur de vitesse et c'est lui qui gère tout son arrêt, où vous lui dites, je veux une valeur de vitesse lente, de sécurité, et c'est lui qui gère l'ensemble. Avant, il fallait tout faire soi-même, il fallait tout faire tous les contrôles soi-même. Donc voilà qui termine cette petite présentation, cette petite information. Donc il vous reste 5 petites minutes si vous avez la moindre question, si vous avez même des questions un peu plus techniques sur les capteurs ou autres. Sinon, je vous remercie pour votre attention
Et ben voilà, je vous souhaite bonne chance, bonne merde même pour la suite. Donc, et n'hésitez surtout pas, si vous avez la moindre question, Monsieur Rouchard vous fournira comment mes coordonnées. Donc n'hésitez pas à me donner un petit coup de fil, ou plutôt même m'envoyer un mail, c'est plus simple pour me joindre souvent parce que je ne suis pas tout le temps disponible. Donc voilà, merci bien. Allez-y, hein, si vous avez des questions. Ça peut être évidemment technique sur ce qui a été présenté, voire même d'une manière plus large, si vous voulez, sur un petit peu les expériences pratiques que Monsieur Pierre a pu rencontrer. C'est l'occasion d'avoir quelqu'un qui justement a pratiqué ce métier-là et qui peut vous raconter une ou l'autre anecdote. Donc, n'hésitez pas. On va dire que les anecdotes, il y en a celles qui ne sont pas trop top, donc. Bon. Oui, hélas, quand il s'agit de sécurité, c'est pas toujours rigolo, mais voilà, l'objectif de cette mini-formation, de cette introduction aux notions de sécurité, c'est avant tout de vous sensibiliser hein, en tant qu'étudiant, futur ingénieur, que vous ayez déjà entendu parler de ça, que vous soyez conscient du cadre dans lequel tout ce qui est rénovation de machines ou production de machines se place, et d'être conscient que vous avez aussi certaines responsabilités et du genre d'outils qui sont à disposition. Hein. L'objectif, j'espère, comme je vous le disais tantôt, Monsieur Pierre Louis est expert parce qu'il pratique le métier depuis un certain nombre d'années, mais c'est quelque chose qui s'apprend au fil de l'eau, on va dire, et on ne devient pas expert dans un domaine comme ça du jour au lendemain, bien au contraire. Et donc, clairement, cette information n'a pas pour but de vous rendre expert, mais simplement de vous sensibiliser à tout ça. Aucune question, réellement? Ça viendra. Non, c'est vraiment important de savoir que c'est impossible de savoir tout là-dessus, mais c'est surtout, comme M. Rouchard disait, que vous ayez dans le coin de la tête, attention, il y a peut-être des choses à faire. Attention, je fais appel à l'équipe ou je fais appel à des gens qui sont dans le secteur. C'est un gros problème, moi, je trouve, au niveau scolaire, et ça me fait plaisir justement de donner des informations comme je la donne ici à l'ECAM depuis 3 ou 4 ans maintenant, je ne sais plus maintenant si c'est la 4e année ou la 3e. Je pense que c'est la 4e. 4e, oui, je donne également ça à d'autres ingénieurs, mais je trouve que ça ne se donne pas encore assez dans les écoles d'ingénieurs, et vous arrivez souvent sur le terrain, et puis on va parler de la sécurité, vous dites, bon, sécurité, moi je vais fabriquer une machine, moi le but de ma machine, c'est qu'elle fasse ce qu'elle doit faire, et on laisse souvent la sécurité de côté. Maintenant, je suis agréablement surpris donc ça fait, je vais dire, une vingtaine d'années que je suis en sécurité machine, je vois quand même que les mentalités changent énormément. Donc, quand je donne des formations en entreprise, parfois j'ai des personnes qui ont 55 ans, je m'en approche, hein, je ne vais pas leur jeter la pierre, mais qui ont 55 ans et d'autres qui en ont 30, on voit tout de suite qu'il y a une autre façon de voir la sécurité et la santé au travail, et c'est tant mieux. Mais il va falloir... moi, quand j'ai commencé en sécurité machine, la personne qui m'a formé m'a dit, tu prends ton bâton de pèlerin, tu prêches beaucoup et il y aura très peu de disciples. J'en vois un petit peu plus maintenant, mais voilà, c'est parfois pas évident de prêcher un peu dans le vide. Surtout que parfois, on prêche dans le vide et puis un jour on nous appelle et il y a eu une catastrophe. Quoi. Et ça, c'est un petit peu encore un peu plus difficile à accepter, mais il faut l'accepter. Donc voilà. Ok, si vous avez vraiment aucune question, alors on va pouvoir clôturer là. Donc voilà, je remercie évidemment Monsieur Louis pour son intervention et d'avoir pris le temps de partager son expérience avec nous. Ça clôture, donc ce module-ci clôture également ce cours d'automatisation appliquée. On a encore, comme vous le savez, le laboratoire qui est en cours où vous avez l'occasion de pratiquer, pas les aspects de sécurité, puisque c'est géré de façon absolument non conforme à la directive machine dans le laboratoire, puisque notre bouton d'arrêt d'urgence est connecté et sur une entrée de l'automate qui, lui, sur base de ça, vient couper un automate classique, hein, je veux dire par là, Monsieur Louis, qui lui, sur base de ça, vient couper un ou l'autre élément. Mais bon, on travaille sur des équipements qui sont évidemment à très faible puissance et où il n'y a pas de risque très élevé, on va dire ça comme ça. Mais bref, on va encore pouvoir appliquer les autres notions dans le cadre de ce laboratoire. Et puis, voilà, ça clôture en tout cas ce cours théorique-ci.
Je vous remercie pour votre participation. Je remercie encore évidemment Monsieur Louis pour la sienne aussi. Je vous enverrai un petit questionnaire pour pouvoir évaluer le cours, donc l'intervention de Monsieur Louis également, mais ce que moi j'ai pu vous donner avant sur la partie automate programmable, système séquentiel, etc. Et, aussi. Alors, le